L'aube tombait lourdement sur Campo da Paz. Le vent froid charriait des feuilles mortes entre les pierres tombales et les arbres projetaient des ombres tortueuses, comme des mains cherchant à s'échapper de la terre. Pour tout visiteur, cet endroit serait insupportable la nuit. Pour Jorge, le fossoyeur, c'était la routine. Il avait entretenu ce terrain pendant plus de 20 ans, connaissait le nom de presque tous les morts, et en reconnaissait chaque recoin, les cyprès qui craquaient sous l'humidité, le chat noir qui rôdait dans la vieille aile, la statue d'ange qui semblait observer les vivants. Georges ne craignait pas le silence. Il faisait partie de lui. Le silence de la mort était la bande-son de sa vie. Cette nuit-là, l'horloge du hangar marquait 2h45. Georges descendait lentement l'allée des tombes, poussant le chariot avec sa pelle, son pied de biche et sa vieille lanterne. Il était épuisé, les épaules lourdes, et il n'avait qu'une envie, fermer la porte et s'allonger sur la paillasse dure qu'il appelait son lit. Son service touchait à sa fin, et le petit matin promettait d'être comme tous les autres, silencieux, solitaire, pesant, jusqu'à ce que quelque chose brise le silence. Au début, c'était faible, à peine un murmure contre la terre, mais Jorge s'arrêta instantanément. Tac, 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 son cœur se serra. Son souffle se bloqua. Il regarda autour de lui, cherchant une explication. Une branche? Un animal? Le vent? Rien ne semblait bouger. Le silence revint, épais, suffocant. Il fit 2 pas. La charrette gémit sur le gravier. Et puis elle revint. Tac, 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 plus fort, plus proche, plus impossible. Georges ferma les yeux un instant, comme si l'obscurité pouvait tromper ses oreilles. Mais le bruit ne venait pas de l'extérieur. Il venait du sous-sol. La sueur ruisselait sur sa nuque. Il serrait la pelle si fort que ses jointures blanchissaient. Il s'approcha lentement, chaque pas pesant jusqu'à s'arrêter devant une tombe fraîchement creusée. La terre était encore humide, les fleurs fraîches, et les lits blancs laissés par quelqu'un gisaient déjà sur le flanc. Jorge sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'agenouilla, colla son oreille contre la terre molle et attendit. Pendant quelques secondes, rien, juste le battement de son cœur. Et puis clair et effrayant. Tac, tac, tac. 3 coups, une pause. 3 coups encore. Il tomba en arrière et atterrit sur les fesses au bord de la tombe. La pelle s'écrasa au sol avec un bruit sourd. Ce n'était pas réel, c'était impossible. Mais avant qu'il puisse se convaincre que c'était de la folie, il l'entendit. Ce n'était pas juste des coups, c'était une voix. Aide, faible, étouffé, mais vivant. Jorge se prit la tête dans les mains, les yeux écarquillés. Jamais de toute sa vie, il n'avait rien vu de tel. C'était impossible. Les médecins l'ont confirmé. Les familles l'ont confirmé. Il faisait juste son travail. Mais maintenant, quelqu'un demandait à partir. Son souffle se transforma en sanglots. Son instinct lui soufflait de courir, de s'enfermer dans le hangar et de faire comme si de rien n'était. Mais son cœur lui disait le contraire. C'était une vie prisonnière du noir qu'il appelait. Les mains tremblantes, Jorge se leva. Il courut jusqu'au hangar, trébuchant sur les pierres, manquant de renverser la charrette. Il attrapa la pelle, la corde, le pied de biche et le vieux pied de biche rouillé. Il revint en courant. Chaque seconde lui semblait une éternité. Chaque pas résonnait comme un marteau dans sa tête. Lorsqu'il retourna dans la tombe, la terre tremblait encore sous les coups. « Tiens bon !» cria Georges, incertain que la personne l'entende. « J'arrive !» Et il a commencé à creuser. Chaque pelletée de terre qu'il retirait semblait peser plus que sa vie entière. Sa respiration se mêlait au bruit de la terre qui tombait. La sueur lui brûlait les yeux, mais il ne s'arrêtait pas. À chaque centimètre qu'il ouvrait, le martèlement devenait plus fort, plus distinct, plus désespéré. Tac, tac, tac. Et la voix étouffée, étranglée, mais insistante. « Sortez-moi d'ici !» Jorge creusa, comme s'il arrachait l'âme de la terre. Il n'avait jamais creusé aussi vite. Il n'avait jamais creusé avec autant de peur et d'espoir à la fois. Et puis, au fond, le bois émergea. Le couvercle du cercueil. Cloué, scellé. Et de l'intérieur, le bruit continua. Les coups, les cris étouffés, la lutte contre l'obscurité. Il laissa tomber la pelle, attrapa le pied de biche et l'enfonça dans la fente du couvercle. Il poussa une fois. Le bois gémit. Il poussa de nouveau. Son bras lui faisait mal. Il poussa une 3e fois. Et puis, dans un craquement qui ressemblait à un cri, le couvercle céda. L'odeur du formaldéhyde, des fleurs anciennes et du bois emplissait l'air. Georges recula un instant, le cœur battant la chamade. Mais tandis que ses yeux s'habituaient à l'obscurité du cercueil, ce qu'il vit figea le monde. À l'intérieur se trouvait une femme. Ses yeux étaient ouverts. Ses mains lui grattaient les flancs. Son corps tout entier tremblait. Elle était vivante. Jorge poussa le levier comme s'il arrachait sa propre vie de la terre. Son bras lui faisait mal.
Son épaule le brûlait, mais il ne s'arrêta pas. Le craquement du bois résonna dans le cimetière comme un coup de tonnerre. Le couvercle s'ouvrit suffisamment pour laisser échapper un souffle étouffé, un halètement désespéré, un son qui semblait impossible en cet endroit. Il lâcha le levier et recula une seconde, tout son corps sous le choc, puis il se rejeta en arrière. Ses mains tremblantes écartèrent le bois, et ses yeux fixèrent l'obscurité intérieure. C'est à cet instant que le monde de Georges s'écroula. Il y avait quelqu'un de vivant dans le cercueil. Les yeux de la femme étaient écarquillés, débordant de larmes et de douleur. Ses doigts lui grattèrent les flancs comme des griffes, cherchant à se libérer. Son corps tremblait, sa poitrine se soulevait. Georges ne réfléchit pas, il agit. Il saisit ses fines épaules, les souleva et son corps léger glissa comme si la terre elle-même la lui rendait. Sa robe noire était trempée de sueur froide. Ses cheveux collaient à son visage, et l'odeur d'un parfum coûteux mêlé de formaldéhyde lui brûlait les narines. Elle toussait sans cesse, chaque toux étant un cri étouffé de désespoir. Georges la déposa par terre, retira son lourd manteau et couvrit ses épaules frêles. Elle agrippa son bras avec une force surprenante pour quelqu'un qui semblait à l'article de la mort. « Je t'avais prévenu », murmura-t-il, sa voix brisée comme du verre brisé. « Ils m'ont enterré vivant. » Georges a failli perdre son corps. Ce n'était pas seulement le survivant d'une erreur médicale. Ce n'était pas seulement la victime du hasard. C'était un crime. « Qui ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Qui t'a fait ça ?» La femme prit une profonde inspiration, l'air lui arrachant les poumons. Chaque mot semblait lui coûter une vie. « Mon fils » murmura-t-il. « Mon propre fils. » Le sol semblait disparaître sous les pieds de Georges. Il connaissait ce visage. C'était impossible, mais il était réel. C'était Elisa Moretti, la philanthrope, la femme des journaux, des plaques de l'hôpital pour enfants, des campagnes de charité. La femme la plus respectée de la ville était là, couverte de poussière, tremblante sur le sol du cimetière, accusant son propre fils de l'avoir enterrée vivante. Le cœur de Georges battait la chamade. Ses mains tremblantes cherchèrent son téléphone portable dans sa poche. Il composa difficilement un numéro, les doigts à moite de sueur. « Police », dit la voix à l'autre bout du fil. « Quelle est l'urgence ?»« Je suis Jorge Fossoyeur à Campo da Paz. » Sa voix s'éteignit. « Je viens de sortir une femme vivante d'un cercueil. Elle a été enterrée aujourd'hui. Elle respire, mais elle a besoin d'aide immédiatement. » Il y eut un silence pesant à l'autre bout du fil. Cela me sembla une éternité. Puis la voix revint, ferme, presque incrédule. Adresse confirmée. Voiture de police et ambulance en route. Gardez-la au chaud, ne la laissez pas seule. Georges raccrocha, le cœur battant la chamade. Il couvrit Elisa de son manteau et lui prit la main comme si c'était le seul moyen de la maintenir au monde. Mais alors, avant même d'entendre les sirènes, un autre bruit se rapprocha. Des pneus sur du gravier, des phares perçant l'obscurité. Une voiture noire aux vitres teintées roulait trop lentement, trop silencieusement. Georges sentit des picotements dans sa colonne vertébrale. Ce n'était pas la police, ce n'était pas une ambulance. La berline s'arrêta devant la tombe ouverte. 2 portières s'ouvrirent. 2 hommes en sortirent. Grands, par-dessus sombre, gants noirs. Le premier lança un éclair qui ressemblait à un badge, trop rapide pour être vu. « Cérémonie funéraire », dit la voix sèche et impassible. « Nous sommes venus recueillir les condoléances. » Georges rit nerveusement. « Collecter quoi? Tu respires. Tu es vivant. » Le deuxième homme fit le tour de lui et le suivit. Son regard n'était pas fixé sur Jorge, mais sur Elisa blottie dans son manteau, les lèvres tremblantes. « Nous avons la permission de la famille, » dit le petit homme. « Donnez-nous la dame. » Le mot pour famille-fille résonnait aux oreilles de Jorge. Il se souvenait de ses paroles. « Mon fils, c'était tout. » Ils n'étaient pas là pour aider. Ils étaient là pour finir le travail. Georges ramassa la pelle qui se trouvait près de la tombe. Ce n'était pas une arme, mais c'était tout ce que j'avais. Il planta fermement ses pieds dans la terre. « Personne ne la touche, » dit-il fermement, sa voix tremblante intérieurement. « Personne. » Les hommes s'arrêtèrent. Ils se regardèrent. Et à cet instant, le masque tomba. Ils n'étaient ni des employés, ni des officiers. Ils étaient des bourreaux. Le silence pesant fut rompu par les sirènes, d'abord lointaines, puis plus proches, jusqu'à ce qu'elles explosent à l'intérieur du cimetière. Des lumières rouges et bleues balayaient les pierres tombales. Une voiture de police fonça sur les lieux, suivie d'une ambulance. « Police !» cria l'agent, la main déjà sur son holster. « Que se passe-t-il ici ?» Georges leva la pelle et la pointa. « Ces hommes veulent la prendre. Je l'ai sortie du cercueil. Elle était vivante. » Les 2 hommes ont essayé de montrer à nouveau le badge, mais la lampe de poche du policier a révélé le faux, du plastique bon marché,
sans armoirie, sans date d'expiration. Ce n'est pas un document officiel, dit l'inspecteur d'un ton glacial. Levez la main. Les deux hommes obtempérèrent. Les ambulanciers se précipitèrent auprès d'Elisa, lui donnèrent de l'oxygène, l'enveloppèrent dans des couvertures et prirent son pouls et sa tension artérielle. Pouls faible, mais présent, elle dit une voix ferme. Hypothermie. Il a besoin d'être hospitalisé immédiatement. Elisa serra fermement la main de Jorge, même si elle était faible. Ses yeux baignés de larmes exprimaient toujours la même supplication que celle de quelqu'un qui aurait touché du bois 3 fois. « Ne les laissez pas m'emmener » murmura-t-il avant de s'évanouir. Jorge leva les yeux vers le ciel sombre. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Ce matin-là, il n'avait pas seulement déterré un corps. Il avait découvert un secret qui pouvait changer la ville entière. La sirène résonnait encore à la porte du cimetière lorsque Jorge sentit qu'on lui tirait le bras. Elisa, même couverte d'oxygène malgré son impuissance, s'accrochait à lui comme si c'était le dernier point d'ancrage qui la retenait à ce monde. Les ambulanciers parlaient vite, branchèrent des tubes, vérifièrent les signes, mais seuls ses yeux comptaient. Ils en disaient plus que sa bouche. Ils disaient la peur. Ils disaient la vérité. Ils disaient le danger. Elle remua les lèvres, essayant d'articuler, mais seul Jorge l'entendit. Il se pencha, l'oreille collée au son fragile de la vie qui subsistait en elle. « Augusto !» c'est ce qu'il entendit. Le cœur de Jorge s'arrêta un instant. Il connaissait ce nom. Toute la ville le connaissait. Augusto Moretti, fils unique d'Elisa, héritier de l'empire bâti par son père décédé des années auparavant, était un habitué des pages mondaines, des fêtes et des événements politiques. Un homme qui apparaissait toujours souriant dans les magazines économiques, la main levée, bras dessus, bras dessous, avec des hommes d'affaires et des mères. Jorge sentit le sol disparaître. La femme qu'il venait de sauver accusait son propre fils de l'avoir enterrée vivante. La radio de la voiture de patrouille grésillait. L'inspectrice Livia parlait fermement. Les policiers menottaient les deux hommes dans la voiture noire. Mais une seule question hantait Jorge. Pourquoi? Pourquoi un fils enterrerait-il sa propre mère alors qu'elle était encore en vie? Elisa semblait perdre rapidement ses forces. Le masque à oxygène lui couvrait le visage, et le moniteur portable émettait des bips irréguliers. Les ambulanciers la soulevèrent sur un brancard, l'attachèrent et la poussèrent dans l'ambulance. Jorge recula d'un pas, incertain s'il devait continuer ou s'il avait déjà fait tout ce qu'il pouvait. C'est alors que l'inspectrice Livia s'est approchée. « Es-tu le fossoyeur » demanda-t-elle, le regard fixe, scrutant chaque détail. « Je le suis », répondit George, la voix encore tremblante. « Et c'est toi qui as creusé cette tombe ?»« Oui, j'ai entendu frapper. J'ai entendu la voix. Je ne pouvais pas la laisser partir. Savez-vous qui est cette femme ?»« Je sais. C'est Madame Elisa Moretti. » Le regard de l'inspecteur devint encore plus sérieux. « Donc la chose est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. » Elle ferma son carnet et désigna l'ambulance. « J'aurai besoin de votre déclaration officielle. Mais d'abord, je veux que vous m'accompagniez à l'hôpital. Si ce que vous dites est vrai, cette femme est au cœur d'un drame qui pourrait faire tomber bien des gens. » Jorge déglutit difficilement. Il n'avait jamais été mêlé à autre chose qu'à des tombes et au silence. Et maintenant, il était entraîné dans une conspiration qui empestait le pouvoir et le sang. L'ambulance s'éloigna et Jorge monta dans la voiture de police. Les portes du cimetière se refermèrent derrière eux. Pour lui, c'était comme la fin d'une vie et le début d'une autre. L'hôpital municipal était plus animé que jamais ce matin-là. Les journalistes étaient déjà dehors, leurs caméras braquées sur l'entrée des urgences. Quelqu'un avait donné l'alerte. Quelqu'un avait répandu la nouvelle qu'Elisa Moretti était vivante, après avoir été déclarée morte quelques heures plus tôt. À l'intérieur, le chaos était encore plus grand. Les infirmières couraient partout, les médecins criaient des ordres et les téléphones sonnaient sans arrêt. Georges suivait de près le brancard comme s'il pouvait le protéger de tout et de tous. « Son pouls se stabilise », a dit l'ambulancier. « Il faut l'isoler immédiatement. » Elisa fut emmenée aux soins intensifs. Les portes se refermèrent et Jorge resta dehors assis sur une chaise en plastique dur, ne sachant que faire de ses propres mains. L'inspectrice Livia apparut peu après, un presse-papiers à la main. « Jorge, j'ai besoin du récit complet, » dit-elle fermement. « La fois où tu l'as entendu, ce que tu as fait, ce que tu as découvert, ce qu'elle a dit. » Il lui raconta tout. Le bruit des coups frappés, la voix appelant à l'aide, les efforts désespérés pour creuser le couvercle qui cédait, ses yeux, ses paroles. Il répéta la phrase exacte, sans souffler entre les mots. Elle a dit que c'était son fils qui l'avait fait. Livia écrivait en silence, son visage devenant de plus en plus tendu.
Ça pourrait être énorme, murmura-t-il. Très énorme. Georges fronça les sourcils. Et s'il essayait à nouveau de rompre avec elle, c'est exactement ce que j'essaye d'éviter. Livia ferma le presse-papier. Mais il faut que tu comprennes. Cette famille a le pouvoir. Son fils a des amis partout, y compris ici, dans cet hôpital. Comme si ces paroles étaient prophétiques, une vive agitation éclata à la réception. Des pas précipités, des voix fortes, des flashs d'appareils photo. Georges se leva aussitôt. Son cœur s'emballa en voyant l'homme entrer, entouré d'agents de sécurité et d'assistants. C'était Augusto Moretti grand, bien habillé, les cheveux lissés en arrière et un sourire froid qui trahissait l'heure. Les journalistes se pressaient autour de lui, les questions fusant comme des éclairs, mais Augusto semblait imperturbable. Il dépassait tout le monde avec la même expression calculée que d'habitude. « Où est ma mère ?» résonna sa voix ferme et autoritaire. « Je veux la voir immédiatement. » L'inspecteur Livia s'avança. « Monsieur Augusto, votre mère est en soins intensifs. Vous pourrez la voir dès que les médecins l'autoriseront. » Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Inspecteur, j'apprécie votre sollicitude, mais nous parlons de ma mère. »« J'ai le droit, et j'ai reçu des ordres pour assurer sa sécurité, » répondit Livia sans détourner le regard, y compris de la part de ceux qui devraient la protéger. L'air devint lourd. Les gardes du corps d'Augusto s'avancèrent, mais il leva la main, exhortant au calme. « Vous insinuez quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix désormais chargée de venin. Livia croisa les bras. « Je n'insinue rien. Je remarque. Ta mère a mentionné ton nom. » Le visage d'Augusto se durcit. L'espace d'un instant, le masque de l'homme public faillit tomber. Mais bientôt, le sourire calculé réapparut. « Ma mère est perdue. Elle a vécu un terrible traumatisme. On ne peut pas la prendre au sérieux dans cet état. » Georges observait de loin, mais à chaque mot, il ressentait le poids de la vérité. Il avait entendu. Il savait ce qu'Elisa avait dit. Et à cet instant, il lut sur le visage d'Augusto non seulement de l'arrogance, mais aussi de la peur. Une peur bien cachée, mais réelle. Les journalistes ont tenté de s'approcher, mais les agents de sécurité les ont bloqués. Des caméras ont filmé chaque mouvement. Augusto a dépassé Livia sans lui demander la permission et est entré dans le couloir des soins intensifs, mais les médecins l'ont arrêté. « Vous ne pouvez pas entrer maintenant. Elle est sous surveillance. » Il prit une grande inspiration, se ressaisit et recula. Mais avant de partir, il lança un rapide regard à Georges. Ce ne fut qu'une seconde, mais ce regard en dit plus que n'importe quel mot. C'était un avertissement. Georges a tout de suite compris. Il était marqué. Des heures plus tard, au matin, Georges était toujours assis dans le couloir. Il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas laisser Elisa seule, même s'il ne la voyait pas. Il savait que quelque chose était en jeu, quelque chose de bien plus grand que sa simple vie de fossoyeur. L'inspectrice Livia est revenue. Elle s'est réveillée. Sa voix était calme mais pressante. « Et elle a demandé à te parler ?» Georges se leva d'un bond. Son corps fatigué semblait reprendre des forces. Il suivit l'inspecteur dans le couloir, passa devant la porte des soins intensifs et huma l'alcool et le silence. Elisa était allongée là, pâle, fragile, mais ses yeux avaient du feu. « Georges » dit-elle avec un faible sourire. « Ah, tu m'as sauvé !» Il s'approcha, ne sachant pas comment se comporter devant quelqu'un comme elle. « Je viens de l'entendre. » Et je ne pouvais pas l'ignorer. Elle lui serra la main, plus fort qu'il ne l'aurait cru. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu restes à mes côtés. Ils essaieront encore de me faire taire. Et s'ils y parviennent, personne ne connaîtra plus jamais la vérité. » Georges prit une profonde inspiration. « Que s'est-il passé, Madame Elisa? Pourquoi votre fils ferait-il ça ?» Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix était ferme. « Parce que j'ai tout découvert. » « Découvert quoi ?» Elle détourna le visage, fixant le plafond blanc de l'unité de soins intensifs. Détournement de fonds. Des millions détournés de l'association. Faux documents. Comptes secrets. Et le nom de mon fils sur chaque papier. J'ai confronté Augusto. Il a pleuré et a promis de me le rendre. Mais 3 jours plus tard, j'étais inconscient dans une pièce froide, écoutant un médecin prononcer ma mort. Georges a mis sa main sur sa bouche. Il t'a drogué? On m'a changé de traitement. Elisa ferma les yeux un instant. Un médicament pour la tension. Un mélange avec quelque chose que je n'ai jamais pris. La catalepsie. Mon corps s'est arrêté, mais mon esprit était vivant. Ils m'ont tué sur le papier et enterré dans la pratique. Elle se retourna pour lui faire face, les yeux brûlants. Et tu étais le seul à entendre mon appel. Georges sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il n'était plus seulement un fossoyeur désormais. Il était le seul témoin vivant d'une vérité enterrée à ses côtés. Des pas résonnèrent dans le couloir. Georges se retourna. Augusto se tenait à la porte des soins intensifs,
le regard fixé sur lui, comme s'il pouvait le transpercer du regard. « Inspecteur, » dit Augusto avec un calme fin, « je dois parler à ma mère. » Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était faire taire à jamais la seule voix qui pouvait le détruire. Le couloir de l'hôpital semblait plus étroit lorsqu'Augusto apparut, debout à la porte des soins intensifs. Il n'eut pas besoin de dire un mot pour que l'ambiance change. Sa façon de tenir sa veste, son regard sur chaque personne à l'intérieur, comme si tous lui devaient un profond respect, suffisait. Les agents de sécurité en arrière-plan renforcèrent la scène, mais Jorge ne détourna pas le regard. Pas après avoir entendu Elisa murmurer son nom dans la terre froide. Elle respirait bruyamment, mais en réalisant la présence de son fils, tout son corps trembla. Georges sentit sa main se resserrer autour de la sienne, une imploration silencieuse pour sa protection. Le geste était discret, mais pour lui c'était comme un serment. Augusto entra, affirmant l'autorité qu'il avait toujours possédée. Le médecin tenta de l'arrêter. L'inspectrice Livia se plaça devant lui, mais il ignora tout le monde et s'approcha du lit. « Maman, » dit-il d'une voix apprise trop basse, « je suis venu te voir. » Elisa ferma les yeux, comme si entendre la voix de son fils était pire que le cercueil. Georges remarqua que sa respiration s'accélérait, les moniteurs émettant des bips d'alarme. Livia fit un pas, mais Augusto leva la main. « Ne fais pas d'histoire. Elle a vécu un traumatisme. Elle est perdue. Mais je suis son fils. Elle a besoin de moi. » Les yeux de Jorge brûlèrent de colère. Elle se leva, son corps s'imposant entre lui et le lit. « Ne fais pas un pas de plus, » dit-il d'une voix grave et ferme. « Si tu dis que tu ne veux pas de moi ici, tu pars maintenant. » Augusto haussa un sourcil, surpris. Son rire était bref, teinté de mépris. « Toi, un fossoyeur, tu vas m'empêcher de voir ma mère. » Elisa ouvrit les yeux, les larmes aux yeux, le masque à oxygène étouffant sa voix. Pourtant, elle murmura avec effort. Alors, c'était silencieux, mais tout le monde l'entendit. L'inspecteur s'avança, ferme comme la pierre. « C'est sa demande. Tu ne viens plus ici. » Augusto prit une grande inspiration et pour la première fois, son masque commença à se fissurer. Son sourire disparut, et le regard qu'il lança à Jorge était un pur venin. C'était une menace muette. Il recula, tourna les talons et quitta la pièce, suivi de près par les agents de sécurité. Le silence revint dans le couloir, mais un silence pesant, comme si les murs avaient retenu sa haine. Georges se rassit près du lit, la main toujours serrée dans celle d'Elisa. Elle tourna la tête, le regard fatigué mais empli d'urgence. « Il ne s'arrêtera pas, » murmura-t-elle. « Il réessayera, et si je ne le lui dis pas bientôt, personne ne me croira. »« Dire quoi ?» demanda Georges. Elle prit une profonde inspiration, chaque mot étant une lutte contre son propre corps. Augusto a tout détourné de l'Institut. L'argent destiné aux enfants malades, aux médicaments, aux opérations, des millions. Tout cela est allé sur des comptes à l'étranger. Je l'ai découvert, je l'ai confronté. Et au dîner suivant, je me suis réveillé sur une table froide, entendant un médecin déclarer mon décès. Jorge serra les poings. « Et qui l'a aidé ?»« Ramiro, » dit-elle en crachant son nom comme du venin. « Le docteur, un vieil ami à lui. C'est lui qui a signé mon certificat de décès. » L'inspectrice prit des notes, le visage sérieux mais les yeux brillants. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était de la dynamite contre une famille puissante. Soudain, un bruit éclata dans le couloir. Les journalistes se bousculèrent. Les caméras tremblèrent et Augusto parla fort théâtralement dans les micros. Ma mère a fait une dépression nerveuse. Les rumeurs selon lesquelles on l'enterrerait vivante sont des inventions irresponsables. Elle sera soignée par les meilleurs médecins. Et quiconque propage ces rumeurs devra rendre des comptes. L'inspectrice soupira en fermant son carnet. Il essaie de contrôler le récit. Si nous n'agissons pas rapidement, c'est cette version que les gens croiront. Jorge se pencha en avant et regarda Elisa. Alors dis-moi tout, maintenant, à moi, à elle, à quiconque veut bien m'écouter. Je suis ton témoin et je ne me tairai pas. Elisa prit une profonde inspiration, ses yeux brillant de la force de quelqu'un qui sait que chaque seconde pourrait être la dernière. Il y a des documents, des preuves. Je les ai cachés. Elle toussa bruyamment. Le moniteur bipa et Jorge serra sa main plus fort. Oh, dans le coffre de la fondation, seuls lui et moi connaissons le mot de passe. Si vous pouvez l'ouvrir, vous découvrirez chaque anomalie, chaque signature, chaque trahison. Livia hocha la tête. Alors c'est là que nous allons. Jorge regarda l'inspecteur et comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'était plus un simple fossoyeur qui avait entendu frapper dans la nuit. Il était désormais le gardien d'un secret capable de détruire un empire. Et il savait, à l'expression d'Augusto, que cela faisait de lui aussi une cible. Alors que le soleil se levait derrière les fenêtres de l'hôpital, illuminant les couloirs froids, Georges était certain d'une chose.
Ce qu'il avait découvert ce matin-là n'était pas seulement une femme. Il avait découvert une guerre. Le soleil venait à peine de se lever, et déjà le repos semblait impossible. Georges n'avait pas fermé l'œil depuis l'aube au cimetière, mais la tension le tenait éveillé. L'hôpital bruissait de rumeurs. Les journalistes encerclaient l'entrée. Le personnel chuchotait dans les coins comme si chaque mot était de la poudre à canon prête à exploser. Aux soins intensifs, Elisa était sous escorte policière, mais Georges savait qu'Augusto ne resterait pas immobile. Le regard que son fils lui avait lancé plus tôt était une promesse de guerre. L'inspectrice Livia appela Jorge dans une salle privée à l'étage administratif. Sur la table, elle étala notes, copies de documents, enregistrements improvisés. Elle travaillait comme si le temps lui filait entre les doigts. Le coffre-fort de la fondation est la clé, dit-elle fermement. Et Elisa a raison. Il y a des preuves à l'intérieur qui pourraient enterrer Augusto pour de bon. Georges secoua lentement la tête, les mains jointes sur les genoux. Il n'avait jamais mis les pieds à la fondation Moretti. Il avait seulement entendu parler des galas et des dîners de charité dont parlaient les journaux. Pour lui, ce bâtiment était un monde lointain, une scène réservée aux riches et aux personnes inaccessibles. Et voilà que, soudain, il faisait partie du complot, témoin vivant de ce qui pourrait faire tomber cet empire. Et si le coffre-fort avait déjà été vidé? Demanda-t-il. Et si son fils découvrait que Madame Elisa le lui avait dit? Livia le regarda avec des yeux durs mais honnêtes. C'est exactement pour ça qu'il faut y aller maintenant, avant qu'il ne touche à quoi que ce soit. La décision fut prise avec la rapidité de quelqu'un qui ne pouvait se permettre d'hésiter. Une voiture banalisée emmena Jorge et l'inspecteur au centre-ville. Les automobilistes matinaux ne semblaient pas se rendre compte qu'à l'intérieur de ce véhicule se trouvait une vérité sur le point de tout bouleverser. La fondation Moretti se dressait tel un monument au pouvoir. Le bâtiment de verre reflétait le ciel, des drapeaux flottaient sur la façade et une plaque dorée annonçait « Institut Moretti, espoir pour l'avenir ». Georges sentit son estomac se nouer. Combien d'enfants avaient-ils servi d'écran de fumée pour dissimuler leurs méfaits? Combien de fois cette plaque avait-elle été présentée comme un symbole de fierté, alors qu'en réalité, elle dissimulait corruption et trahison? Ils entrèrent munis d'un mandat. La réceptionniste, effrayée, tenta d'appeler quelqu'un, mais Livia fut prompte. À partir de maintenant, ce bâtiment fait l'objet d'une enquête. Tout lien sera considéré comme une obstruction à la justice. Georges remontait le couloir, son regard scrutant les murs tapissés de photos d'événements, d'enfants souriant à côté d'Augusto, de politiciens lui serrant la main, de journalistes capturant de faux sourires. À chaque cliché, la colère montait en lui. Ils atteignirent le bureau principal, une pièce spacieuse aux meubles en bois sombre et aux étagères remplies de livres qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Dans un coin, derrière un bureau solide, se trouvait le coffre-fort. Il n'était pas grand mais lourd, en acier renforcé, aussi discret qu'un secret. Seule elle et son fils connaissaient le mot de passe. Se souvient, Georges Livia prit une profonde inspiration. Alors faisons confiance à ce qu'elle a dit. Le coffre-fort était équipé d'un clavier électronique. Georges observait l'inspecteur taper lentement, essayant des combinaisons évidentes, date de fondation, anniversaire. Rien ne fonctionnait. Et c'est la date de la mort de son mari, suggéra Georges, se souvenant d'avoir lu quelque chose dans les journaux il y a des années. Livia tapa. Le panneau clignota en vert. Un clic métallique résonna dans la pièce. Le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des piles de dossiers soigneusement rangés. Documents tamponnés, contrats, factures. Mais il y avait plus encore. Clés USB, relevés bancaires et même des copies de faux passeports. C'était comme une plaie ouverte. Chaque page criait à la corruption. Livia enfila des gants et commença à trier. Georges feuilleta quelques pages. Il ne comprenait pas tous les termes techniques, mais cela suffisait pour examiner les montants. Des millions étaient transférés sur des comptes offshore, avec la signature d'Augusto sur chaque transaction. Des médicaments hors de prix, des opérations chirurgicales qui n'avaient jamais eu lieu, du matériel acheté qui n'avait jamais atteint les hôpitaux. L'argent qui aurait dû sauver des vies avait été détourné pour financer des villas, des voitures et des voyages. C'est de la dynamite, murmura Livia. Avec ces documents, l'accusation peut détruire non seulement Augusto, mais tout le réseau qui le protège. Georges ressentit un mélange de soulagement et de peur. Ils avaient des preuves, mais maintenant, ils avaient aussi une cible encore plus grande dans le dos. Soudain, des pas précipités résonnèrent dans le couloir, des voix agitées, des ordres durs. La porte du bureau trembla lorsqu'on frappa. « Police !» cria une voix de l'extérieur. « Ouvrez immédiatement !» Livia fronça les sourcils. « Je n'ai pas appelé de renfort », dit-il à voix basse. La porte fut enfoncée.
Des hommes armés firent irruption, vêtus de faux uniformes et d'insignes improvisés. Augusto n'avait pas perdu de temps. Il avait envoyé ses propres troupes pour tout nettoyer. « Lâchez les documents !» cria le premier, son arme pointée droit sur Jorge. Livia réagit instinctivement, son arme déjà dégainée. L'affrontement éclata en un instant, et Jorge, les mains encore chargées de papier, se figea. L'odeur du vieux papier et la peur emplissaient la pièce. « Vous n'avez aucune compétence ici, » dit le faux policier. « Remettez les preuves maintenant, et peut-être que personne ne sera blessé. » Livia n'a pas reculé. « J'ai un mandat officiel, et vous avez exactement 5 secondes pour déposer vos armes avant de devenir des criminels armés contre l'État. » Le silence qui suivit fut le plus long de la vie de Georges. Sa respiration résonna comme un fracas. Son regard passa des hommes armés à l'inspecteur, puis aux documents qu'il tenait à la main. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Il n'était plus seulement un témoin. Il était au cœur de la guerre. Le chef des envahisseurs prit une profonde inspiration, le doigt sur la détente lui démangeant. Mais avant que les coups de feu ne puissent être tirés, le son de véritables sirènes retentit. Des véhicules officiels encerclèrent le bâtiment. Des voix fermes ordonnèrent la reddition. Les faux policiers se retirèrent, acculés. Livia ne perdit pas de temps. Elle rassembla les documents dans des dossiers scellés et les tendit à l'agent qui venait d'entrer. Documents d'enquête. Preuves de corruption à grande échelle. Protégez-les comme de l'or. Jorge prit une grande inspiration, sentant le poids s'envoler de ses mains. Mais dans sa poitrine, le poids était encore plus lourd. Il savait qu'Augusto ne reculerait pas, que chacun de leurs pas serait observé, chacun de leurs mouvements contesté. En quittant la fondation, Jorge jeta un coup d'œil à la plaque dorée à l'entrée. Espoir pour l'avenir. Le reflet du soleil la faisait briller, mais il ne voyait plus que délabrement. Elisa avait raison. Son fils avait enterré sa mère et avec elle presque toute la dignité de la ville. Et Georges le savait. S'il n'avait pas entendu ses coups aux premières heures du matin, rien de tout cela n'aurait été révélé. Le trajet de la fondation au commissariat se fit en silence, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence de quelqu'un qui porte de la dynamite dans les bras, attendant une explosion à tout moment. Georges regardait par la fenêtre la ville qui s'éveillait, les gens qui allaient travailler, les enfants en uniforme se précipitant vers l'école, des gens qui ignoraient tout de ce qui se tramait dans les entrailles du pouvoir. Pendant ce temps, sur la banquette arrière, à côté de l'inspectrice Livia, se trouvèrent des dossiers scellés contenant suffisamment de preuves pour envoyer Augusto derrière les barreaux à perpétuité. Mais Jorge savait, même sans y connaître grand-chose en droit, que cet homme ne se laisserait pas arrêter facilement. Au commissariat, l'atmosphère était tendue. Les policiers échangèrent des regards, certains semblant mal à l'aise, comme s'ils avaient déjà conscience de l'influence d'Augusto au sein de la police. Livia ne perdit pas de temps. Elle apporta le matériel directement à la salle d'épreuve, le fit sceller, signa des protocoles et enregistra tout avec la plus grande formalité. Georges observait chaque détail, la main encore moite, comme s'il tenait une pelle invisible creusant un trou en lui. « Désormais, » dit l'inspecteur en regardant Georges d'un air sérieux, « vous n'êtes plus un simple témoin. Vous êtes la pièce maîtresse de cette enquête. Vous avez besoin de protection. » Georges émit un rire nerveux. « Une protection? Je ne suis qu'un fossoyeur, inspecteur. Ma vie consiste à creuser des trous et à y déposer des fleurs. Je n'aurais jamais imaginé... » « Eh bien, maintenant, il va falloir que tu imagines, » interrompit Livia. « Augusto sait que tu as entendu sa mère. Il sait que c'est toi qui l'as sorti du cercueil. Et il sait que tu as maintenant vu les preuves. Ça te place en tête de sa liste. » Avant que Jorge puisse répondre, la porte du commissariat s'ouvrit brusquement. Les journalistes se précipitèrent, micros à la main, caméras braquées. La nouvelle s'était déjà répandue. « Elisa Moretti est vivante », titraient les gros titres improvisés. Un fossoyeur la sauve d'un enterrement prématuré. Le visage de Jorge apparut sur les écrans avant même qu'il ait eu le temps de comprendre. Il a essayé de reculer, de se couvrir le visage, mais des flashs jaillissaient de tous les côtés. Comment as-tu réalisé qu'il y avait quelqu'un dans le cercueil? Qu'est-ce que Madame Elisa vous a dit? Est-il vrai que son fils est impliqué? As-tu peur de mourir maintenant? Les questions fusèrent comme des coups de feu. Georges sentit son souffle se couper. L'inspecteur repoussa les journalistes et ordonna à tout le monde de partir. Mais le mal était fait. Son visage était exposé. Désormais, toute la ville savait qui était le fossoyeur qui avait exhumé non seulement une femme, mais un secret. Des heures plus tard, la télévision ne parlait plus que de ça. Alors que Jorge tentait de se cacher dans une petite pièce, il entendit son nom résonner aux informations. Le héros improbable.
le fossoyeur qui a défié la mort. Mais derrière les gros titres, il y avait une cible peinte sur son dos. Livia entra dans la pièce et jeta un téléphone portable sur la table. « Écoute ça. » C'était un enregistrement intercepté. La voix d'Augusto était claire, froide et calculée. « Je veux que cet homme se taise aujourd'hui, quoi qu'il arrive. » Georges déglutit difficilement. Tout son corps tremblait. Il n'y avait plus de doute, plus de paranoïa. L'ordre avait été donné. « Tu vas devoir disparaître un moment, » dit Livia. « En attendant que ces preuves soient présentées au tribunal, tu dois rester hors de sa portée. »« Et Elisa ?» demanda Georges, la voix brisée. « Qui la protégera? Elle est sous escorte. Mais toi, tu es seul. » Georges sentit le sol disparaître. Il n'avait jamais quitté sa routine du cimetière, sa simple petite maison dans le quartier pauvre, sa solitude au milieu des tombes. Il devait maintenant disparaître comme un criminel, alors qu'en réalité, il avait simplement fait ce qu'il fallait. Cette nuit-là, il fut emmené dans une maison sûre à la campagne, escorté par 2 agents de confiance de l'inspecteur. L'endroit était petit, isolé et entouré de grands arbres. Il semblait sûr, mais Georges savait que rien ne serait suffisant contre quelqu'un comme Augusto. Il passait des heures à arpenter la maison, incapable de dormir. Au moindre bruit de vent, il prenait pour des pas. À chaque ombre sur la fenêtre, il prenait pour un coup de fusil. Pendant ce temps, la ville était en effervescence. Les preuves trouvées dans le coffre circulaient sous forme numérique. Les journalistes traquèrent l'affaire. Les politiciens étaient partagés entre le silence et l'indignation. Augusto apparaissait dans des interviews niant tout en bloc, affirmant que les accusations étaient des attaques contre sa famille, que sa mère était désorientée, que Georges n'était qu'un employé déséquilibré. Mais, en privé, les menaces ont continué. C'est à l'aube, 2 jours plus tard, sous la pluie, que Georges réalisa à quel point il était blessé. Il s'était endormi sur le canapé de la planque lorsqu'il entendit le bruit. Ce n'était pas du vent, ce n'était pas de la pluie, c'était des pas. 2, 3, puis le silence. Son cœur battait fort. Il se leva lentement, pieds nus, les mains moites. La maison était sombre. Seul le faible clair de lune filtrait par la fenêtre. Puis la poignée de porte tourna. Lentement, il recula, le corps plaqué contre le mur. Un clic métallique retentit, suivi d'un murmure qui n'était pas celui d'un policier. « C'est fini, fossoyeur. » La porte s'ouvrit brusquement. Des hommes armés entrèrent, cagoulés, silencieux comme des ombres. Georges courut vers la pièce, le cœur battant. Il attrapa la première chose qu'il vit, une barre de fer oubliée dans un coin. Ce n'était pas une pelle, mais c'était du fer dans ses mains calleuses. Le premier homme se jeta sur lui. Georges frappa violemment la barre, l'atteignant au bras. Le cri résonna et l'arme tomba. Mais 2 autres hommes étaient derrière lui. Le second tira, la balle transperçant la fenêtre, brisant la vitre, illuminant la nuit d'étincelles. Georges se laissa tomber, roula sur lui-même, releva la barre et porta un autre coup. C'était un homme simple, mais il n'allait pas abandonner facilement. Dehors, les pneus crissèrent. Une autre voiture arrivait. Pendant un instant, Georges crut qu'il s'agissait de renforts, puis il entendit une voix ferme. « Police! Lâchez vos armes !» C'était Livia. Elle avait prédit l'attaque. Les envahisseurs tentèrent de fuir, mais furent acculés par les phares de la voiture officielle. Une fusillade éclata sur le chemin de terre. Lorsque le silence revint, 2 personnes étaient menottées et une autre gisait inconsciente au sol. Livia entra dans la maison, encore haletante, arme au poing. Elle trouva Georges appuyé contre le mur, le visage blême, les mains tremblantes sur la barre de fer. « Je t'avais dit qu'il ne s'arrêterait pas, » murmura-t-elle. « Maintenant, tu comprends à quoi on a affaire ?» Georges hocha simplement la tête, incapable de parler. Cette nuit-là marqua sa transformation. Il n'était plus le fossoyeur anonyme qui enterrait les corps oubliés. Il était désormais un pion dans un jeu de pouvoir, traqué comme un ennemi mortel. Et au fond de lui, il le savait. Tant qu'Augusto respirerait librement, aucune aube ne serait plus silencieuse. La ville ne parlait déjà plus que de ça. Dans les bars, dans les bus, dans les couloirs des écoles, à chaque coin de rue, le nom de fossoyeur était devenu synonyme d'un héros improbable. Georges, qui vivait encore quelques jours en silence parmi les tombes et les tombes, figurait désormais dans les gros titres, les mêmes, les vidéos personnelles avec sa photo floutée, les interviews de voisins qui le connaissaient à peine, mais le qualifiaient de homme honnête et travailleur, qui prenait toujours soin des morts avec respect. Il hésitait entre rire et pleurer. Il n'avait jamais recherché la célébrité, et maintenant, il était devenu une personnalité publique contre son gré, tandis que derrière ce rideau de curiosité et d'admiration, un empire était prêt à l'écraser. Augusto ne perdit pas de temps. En moins de 48 heures, il convoqua des conférences de presse, engagea les meilleurs avocats
et commença à tisser le récit qu'il souhaitait. Devant les caméras, il apparut dans un costume impeccable, les larmes aux yeux et la voix ferme. « Ma mère est dans un état de confusion mentale. Le traumatisme qu'elle a subi l'a fait délirer, accusant des innocents. Malheureusement, un fonctionnaire inexpérimenté a profité de l'occasion pour se mettre en avant, créant une histoire absurde. Les phrases étaient répétées, mais elles frappèrent la population comme un doux poison. Certains le crurent, d'autres doutèrent. La ville était divisée entre fossoyeurs et smorettistes, comme les qualifièrent déjà les journaux. Pendant ce temps, Georges se cachait dans une autre adresse secrète protégée par l'inspectrice Livia, qui ne le quittait jamais. Elle comprenait que sans Georges, toute l'affaire s'écroulerait. Elisa était encore fragile, hospitalisée sous surveillance, mais ses paroles avaient besoin d'un écho. Et Georges était cet écho. Par un après-midi étouffant dans une pièce sombre du commissariat, Georges fut appelé à témoigner officiellement. La pièce sentait le papier, le café rassis et la tension. L'enregistreur était allumé. L'inspecteur exhortait au calme, mais Georges tremblait. Revivre chaque détail lui rappelait ce petit matin au cimetière, entendre à nouveau les coups sur le bois, sentir une peur glaciale lui traverser l'échine. Il raconta tout, du premier « toc, toc, toc », jusqu'au moment où il prit la main d'Elisa aux soins intensifs et entendit le nom d'Augusto s'échapper de ses lèvres. Son témoignage fut long, détaillé, et chaque mot fut consigné au procès-verbal. Quand elle eut fini, Livia se leva. « Georges, tu n'es pas seulement un témoin. Tu es un acteur clé d'un processus qui va bouleverser toute cette ville. » Georges soupira, épuisé. « Je n'ai jamais demandé ça. J'ai juste fait ce que tout le monde aurait fait. » Livia le regarda avec un mélange de respect et de compassion. La plupart des gens l'auraient ignoré. Pas toi. Ça fait une différence. Mais de l'autre côté de la ville, Augusto préparait une nouvelle contre-attaque. S'il ne parvenait pas à détruire Georges physiquement, du moins pour l'instant, il anéantirait sa crédibilité. Utilisant son réseau de contacts, il divulgua des informations personnelles, déforma les faits et répandit des mensonges. Soudain, des nouvelles apparurent. Georges souffrait d'alcoolisme. Il était accusé de bagarre dans des bars et il était endetté. Tout cela était inventé, mais suffisant pour semer le doute. Georges a vu sa vie devenir une cible. Ses voisins étaient harcelés par les journalistes, ses collègues contraints de parler. Même le cimetière était devenu une attraction touristique pour les curieux qui voulaient voir le cercueil de la femme vivante. Georges en a détesté chaque seconde. La simplicité de sa vie avait été détruite, remplacée par une cruelle exhibition. Un vendredi soir, alors que Georges essayait de se reposer, Livia s'est précipitée dans la chambre de la maison sécurisée. « Nous devons nous préparer. » Augusto a appelé ses avocats et a réussi à accélérer l'audience préliminaire. Il veut renverser la situation. Il veut vous faire passer du statut de héros à celui de criminel. Les yeux de Georges s'écarquillèrent. « Criminel? Moi? Mais qu'ai-je fait à part creuser? » Il dira que vous avez profané une tombe sans autorisation, que vous avez manipulé des preuves, que vous avez agi sous l'emprise de l'illusion. Il utilisera tous les détails contre vous. Le désespoir s'empara de Georges. Il n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal. Il ne savait pas parler en public, ni comment gérer des avocats aussi cinglants. 2 jours plus tard, la salle d'audience était bondée de caméras, de journalistes et de badauds. Augusto entra comme sur un tapis rouge, saluant de la main et souriant. Georges entra la tête basse, le cœur battant, Livia à ses côtés tentant de la rassurer. Elisa, encore faible, fut amenée sur un brancard spécial, entourée d'infirmières et d'agents de sécurité. Sa seule présence fit l'effet d'une bombe. Le juge entra et le silence régna. L'audience commença. Les avocats d'Augusto prirent la parole, tels des loups aiguisant leurs dents. Ils présentèrent Georges comme un employé instable, un homme à l'imagination débordante qui avait exploité la tragédie pour se faire connaître. Ils affirmèrent qu'Elisa souffrait de délire et que son état de santé expliquait ses accusations insensées. Quand ce fut le tour de Georges de parler, ses jambes tremblaient, mais sa voix était assurée. Il répéta la scène, comme il l'avait dit à la police. Le silence retomba dans la salle d'audience. Chaque mot semblait peser lourd. Il décrivit le bruit des coups frappés, le désespoir, le moment où il sortit Elisa du cercueil. Le procureur se leva et présenta les documents sortis du coffre. Contrat, transfert, preuve qui ne laissait planer aucun doute. Il y eut une certaine agitation. Augusto resta calme, mais intérieurement son regard trahissait la haine. Puis ce fut au tour d'Elisa de parler. Malgré sa faiblesse, malgré sa voix basse, elle regarda son fils devant tout le monde et dit « Augusto a essayé de me tuer. La sentence a fait l'effet d'une bombe au tribunal. Il y a eu des cris, la stupeur et les journalistes se sont précipités pour téléphoner. Augusto a tenté d'en rire,
de dire que sa mère était confuse, mais le mal était fait. Le masque a commencé à se fissurer devant toute la ville, mais Georges remarqua autre chose. Au milieu du brouhaha de la salle d'audience, des cris et des flashs, un homme au fond de la salle l'observait attentivement. Ce n'était ni avocat, ni journaliste. Son regard était froid, calculateur. Georges reconnut le même regard qu'il avait aperçu au petit matin, lorsque les hommes cagoulés avaient envahi sa planque. Augusto avait encore plus d'un tour dans son sac, et à cet instant, Georges comprit. Peu importe le poids des preuves, peu importe ce qu'Elisa disait, tant qu'Augusto serait au pouvoir, il ne jouerait pas franc jeu. La guerre était loin d'être terminée. À la fin de l'audience, la ville était en flammes. Les journaux déferlaient sur la ville avec des titres qui divisaient la population. Une mère accuse son fils d'avoir tenté de la tuer. Contre, un fossoyeur invente une histoire pour se faire connaître. À la télévision, les commentateurs débattaient avec véhémence, certains qualifiant Georges de héros populaire, d'autres d'opportunistes déséquilibrés. Sur les réseaux sociaux, le chaos était encore plus grand. Vidéos, mèmes, hashtags, menaces. Georges, qui avait toujours vécu dans le silence de la tombe, voyait désormais son nom craché à tous les coins de rue, dans la bouche de ceux qui ne l'avaient jamais vu. Il retourna à la planque sous escorte, mais même la protection policière semblait insuffisante. Le regard qu'Augusto lui avait lancé au tribunal brûlait encore en lui. Ce regard n'était pas celui de la défaite, mais celui de la promesse. Augusto ne reculerait pas. Il avait des ressources, des alliés, des hommes prêts à se salir les mains. Le lendemain matin, l'inspectrice Livia reçut un appel urgent. La ligne était grésillante, mais le message était clair. Quelqu'un avait été retrouvé mort dans le quartier de Georges. Un voisin. Un homme simple qui l'accueillait aux portes du cimetière. À côté du corps se trouvait une note manuscrite. « Fossoyeur, à vous ». La nouvelle tomba comme une pierre dans l'estomac de Georges. Il sentit ses jambes céder, son souffle se bloquer. Il n'était plus le seul en danger. Tous ceux qui croisaient son chemin devenaient une cible. Augusto n'attaquait pas directement. Il répandait la peur autour de lui. Livia posa une main ferme sur son épaule. « C'est ce qu'il fait. Il transforme tout en message. Il veut vous faire succomber à la terreur. » Mais Georges avait déjà creusé trop profondément pour faire marche arrière. Les jours suivants, la ville semblait plongée dans une guerre invisible. D'un côté, les documents, les preuves et la parole d'Elisa et Georges. De l'autre, l'argent, les contacts et les manipulations d'Augusto. Des émissions de télévision présentaient des experts jurant que la catalepsie pouvait provoquer des délires. Des médecins rémunérés répétaient qu'Elisa n'était pas en mesure d'accuser qui que ce soit. Et Georges, qui savait à peine parler en public, devait se défendre contre des attaques venant de toutes parts. C'est dans ce contexte qu'est née la première tentative de dissimulation des preuves. Une nuit, les archives du commissariat ont pris feu. L'incendie a été rapide et précis, comme si quelqu'un savait exactement où frapper. Heureusement, des copies numériques avaient déjà été envoyées au parquet. Mais le message était passé. Augusto avait encore assez de bras pour atteindre le cœur de la police. Livia comprit qu'il lui fallait une autre stratégie. Se battre dans le respect de la loi ne suffisait pas. Elle devait tout révéler pour que personne ne puisse l'ignorer. Et la clé de tout cela, c'était Georges. « Tu devras parler publiquement », dit-elle en le fixant du regard. « Pas comme témoin au tribunal, pas comme déposition. Tu devras tout raconter au public, devant la caméra sans coupure. Si tu parles, si les gens entendent ta version, elle sera impossible à effacer. » Georges sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais parlé devant plus de 3 personnes de sa vie. Ses paroles étaient toujours brèves, sèches, aussi grandes que les tombes qu'il creusait. Mais maintenant, on lui demandait d'affronter le monde entier. « Je ne sais pas parler aussi joliment que lui, » murmura-t-il. « Tu n'as pas besoin de parler avec grâce, » répondit Livia. « Tu dois dire la vérité. » La conférence de presse était programmée. Dans une petite salle remplie de journalistes de toutes les chaînes, Georges était assis devant les micros. Ses mains étaient moites. Son cœur battait fort, mais lorsque les caméras se sont allumées, il a pris une grande inspiration et a laissé couler ses mots. Il raconta l'aube silencieuse, le toc-toc-toc, qu'il n'oublierait jamais, la précipitation désespérée, l'odeur du bois et du formol, le visage d'Elisa émergeant de l'obscurité. Il raconta son accusation, le nom murmuré à l'hôpital, la peur qu'il lisait dans ses yeux face à son propre fils. Puis il conclut par une phrase inattendue, mais pleine de vérité. « Je ne suis qu'un fossoyeur. Ma vie consistait à enterrer les morts. Mais cette nuit-là, le mort n'était pas mort. Si je l'avais ignoré, la vérité aurait été enterrée à jamais. » Le silence qui suivit fut absolu. Aucun journaliste n'osa parler pendant quelques secondes. Puis, comme si un fil avait rompu, les questions fusèrent d'un coup. Mais cela n'avait plus d'importance. Le message avait été transmis.
Aussitôt, la ville explosa. Dans les rues, les gens scandèrent son nom, brandissaient des pancartes et l'appelaient « l'homme qui a exhumé la vérité ». Sur les réseaux sociaux, le vent commença à tourner. Pour la première fois, Augusto semblait perdre du terrain, mais plus la vérité s'accumulait, plus les attaques devenaient dangereuses. Cette même nuit, alors que Jorge était reconduit à la planque, une voiture noire tenta d'intercepter le véhicule d'escorte. Une course-poursuite s'engagea dans les ruelles étroites, coups de feu tirés dans les phares, crissement des pneus sur l'asphalte. George, blotti sur la banquette arrière, écoutait le ricochet des balles. La police a réussi à semer ses poursuivants, mais le message était plus clair que jamais. Augusto ne se battait pas seulement avec des avocats et des mots. Il était prêt à tuer pour les faire taire. À l'hôpital, Elisa fut informée de la conférence de presse. Elle pleura en entendant les mots de Jorge, émue d'avoir quelqu'un prêt à tout risquer pour elle. Mais il savait aussi que cela signifiait une condamnation pour lui. Si Augusto voulait déjà la mort du fossoyeur, il allait maintenant redoubler d'efforts. Alors que la ville était partagée entre le soutien au héros improbable et le doute, George regarda ses mains calleuses et songea au poids qu'il portait. Il n'avait rien demandé de tel. Mais maintenant, plus que jamais, il en était certain. Il ne pouvait pas reculer. Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit de la maison sécurisée, il écouta le bruissement du vent dans les arbres et se souvint du son qui avait changé sa vie. Toc, toc, toc. Ce n'était pas le coup de la peur, c'était le coup d'un appel. Et Jorge savait qu'il restait encore beaucoup à découvrir. La conférence de presse avait changé la donne. George n'était plus seulement le fossoyeur anonyme qui avait entendu frapper à son cercueil. Il était un symbole. Le peuple l'applaudissait. Les rues résonnaient de son nom. Mais avec l'admiration venait le verdict. Augusto voulait sa mort plus que jamais. Et les hommes comme Augusto ne reculent pas, n'abandonnent pas, n'acceptent pas l'humiliation publique. À chaque salve d'applaudissements pour George, la soif de vengeance grandissait en lui. Ce matin-là, alors que Jorge essayait encore de saisir le poids de tout cela, l'inspectrice Livia se précipita dans la planque. Son visage ne trahissait aucune lassitude, mais son regard était plus dur que jamais. « Il prépare un coup plus important », dit-il sans détour. « Nous avons intercepté des messages. Augusto n'attendra pas le procès. Il tentera de vous éliminer, vous et sa propre mère, par la même occasion. » George sentit son estomac se retourner, tuer la mère. Après que tout cela ait été révélé, pour lui, c'est la seule issue. Livia s'assit en face de lui. Si Elisa disparaît, si tu disparais, les preuves ne seront plus que des documents. Les avocats les détruiront. Les juges corrompus les rangeront. Mais votre parole vivante à tous les deux, il ne peut pas laisser cela arriver. Le poids retomba sur George comme une pelletée de terre. Il se leva et fit les 100 pas, les mains sur la tête. « Je n'ai jamais demandé ça, inspecteur. Je n'ai jamais demandé à être un héros. J'ai juste écouté et creusé. Et maintenant, des gens meurent à cause de moi, voisins innocents. » Livia le tenait par les épaules. « Ce n'était pas de ta faute. C'est parce que tu as eu le courage de ne pas faire semblant, de ne pas avoir entendu. C'est Augusto qui a tué ce voisin. C'est lui qui a allumé cet incendie. Et c'est lui qui doit payer. » Avant qu'il puisse continuer, le téléphone de Livia sonna. Son regard s'assombrit. Ils ont tenté d'entrer dans l'hôpital. 2 hommes, déguisés en médecins, munis de fausses cartes d'identité, ont été interceptés dans le couloir des soins intensifs. George s'est figé. Ils allaient la tuer. Oui, et l'ordre venait directement d'Auguste. Livia soupira profondément. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Cet après-midi-là, George fut secrètement emmené à l'hôpital pour retrouver Elisa. Elle était encore plus fragile, mais son regard restait ferme. En le voyant, elle esquissa un sourire tremblant. « Tu n'as pas abandonné, » murmura-t-il. « Je n'abandonnerai pas. » George s'approcha et lui serra la main. « Mais il nous en faut plus. Les documents sont solides, mais votre fils a encore trop de personnes à vendre. Que manque-t-il, Madame Elisa ?» Elle prit une profonde inspiration, le masque à oxygène bougeant de haut en bas. Le journal a disparu. George fronça les sourcils. Tous les jours. J'ai tout écrit, avant même d'affronter Augusto. Chaque numéro, chaque nom, chaque conversation. C'est caché. Ni dans le coffre, ni dans la fondation. C'est dans le mausolée familial. Le cœur de George s'emballa. Au cimetière. Oui, dans la tombe de ton père. Il n'y jetterait jamais un coup d'œil. Mais je savais qu'un jour il en aurait besoin. Les yeux de Livia s'écarquillèrent. Si ce journal existe, c'est la preuve ultime. Mais le risque, retourner au cimetière maintenant, c'est presque du suicide. George prit une profonde inspiration. Je connais chaque recoin de cet endroit. S'il faut le faire, c'est moi qui le ferai. Cette nuit-là, sous escorte minimale, pour éviter d'attirer l'attention, George retourna à Campo da Paz, l'endroit qui avait toujours été son refuge,
lui semblait désormais un piège. Chaque ombre était une menace, chaque craquement de brindille un coup de feu. Le mausolée de la famille Moretti se dressait, immense en marbre blanc reflétant la lune. Il marchait lentement, respirant bruyamment. La porte était verrouillée, mais Georges connaissait ses astuces. 20 ans passés au cimetière lui avaient appris à manipuler les vieilles serrures. En quelques minutes, il était à l'intérieur. L'air sentait l'encens vicié et la poussière. Les murs étaient recouverts de plaques dorées où les noms de familles étaient gravés comme des couronnes de gloire. Au centre, la pierre tombale du patriarche. Georges s'agenouilla, tâta les parois. C'est alors qu'il la trouva, un faux compartiment caché sous le socle. Il tira délicatement, et un épais carnet à couverture noire apparut. Il l'ouvrit et les mots jaillirent. Nom, date, chiffre, lieu. L'écriture d'Elisa était gravée sur chaque page. C'était la vérité crue, impossible à nier. Mais Georges n'eut pas le temps de pousser un soupir de soulagement. Des pas résonnèrent à l'entrée, plusieurs, armés. « Il est là », dit une voix masculine. Augustus avait dit qu'il viendrait. Georges serra le journal contre sa poitrine et courut dans l'étroit couloir. Il entendit des coups de feu ricocher sur le marbre, des morceaux de pierre s'écrasant. Son cœur battait fort. Il sortit par une porte latérale et courut entre les pierres tombales, la lumière de la lune éclairant son chemin comme un témoin. 2 hommes le poursuivaient. L'un d'eux tira, la balle heurtant la croix de fer toute proche, faisant jaillir des étincelles. Georges plongea derrière une tombe, respirant difficilement, le journal toujours serré contre sa poitrine. Il savait qu'il ne pouvait pas être attrapé. Ce carnet était plus qu'un simple morceau de papier. C'était la voix écrite d'Elisa, la preuve qui pouvait faire tomber Augusto une fois pour toutes. Soudain des phares percèrent l'obscurité. Une voiture de patrouille franchit le portail du cimetière à toute vitesse. L'inspectrice Livia en sortit, arme au poing. Des coups de feu éclatèrent. Des hommes tombèrent parmi les tombes. Des cris résonnèrent. Georges profita de la confusion et courut vers elle. « Je l'ai !» cria-t-il en brandissant le journal. « Il est là !» Livia regarda, les yeux écarquillés. « Voilà, c'est tout. Maintenant, on a tout. » Mais avant qu'il puisse pousser un soupir de soulagement, une explosion fit trembler le portail principal. Une autre voiture fonça dans le cimetière, et Georges reconnut le symbole gravé sur le capot. Il appartenait à Augusto en personne. Il était venu en personne, et Georges comprit. La guerre avait atteint le point de non-retour. Le sol du cimetière tremblait encore sous l'effet de l'explosion lorsque la voiture noire franchit les grilles détruites. Les phares balayèrent les pierres tombales comme les yeux d'une bête, et la silhouette imposante d'Augusto émergea, sortant du véhicule avec un calme éprouvé, comme pour monter sur scène. Il n'était pas seulement un agent de sécurité. Il avait une présence qui alourdissait l'air. L'homme qui s'était auparavant caché derrière des avocats et des caméras se tenait maintenant devant eux, en chair et en os, entouré d'ombres armées. Georges sentit son cœur s'emballer et serra instinctivement le journal contre sa poitrine. Ce n'était pas que du papier. C'était de la pure dynamite et Augusto le savait. « Alors c'est toi », dit Augusto d'une voix chargée de mépris, marchant lentement sur le gravier, les mains dans les poches comme s'il n'y avait aucune arme aux alentours. Le fossoyeur qui a osé creuser au-delà de sa propre tombe. Georges ne répondit pas. Son regard était fixe, mais intérieurement tout son corps tremblait. Livia s'avança, arme à la main, la posture ferme. « Augusto Moretti, vous êtes encerclé. Des véhicules sont en route. Des hélicoptères survolent déjà la zone. Rendez-vous immédiatement. » Augusto sourit, un sourire sans joie. « Inspecteur, croyez-vous vraiment qu'ils viennent m'arrêter? La moitié de la ville me considère encore comme un philanthrope. L'autre moitié dépend de mon argent. Si je tombe, je les entraînerai tous avec moi. » Les hommes derrière lui levèrent leurs armes. Le bruit des verrous tirés résonna comme un glas. Georges plissa les yeux un instant. C'était un cimetière, mais on aurait dit un champ de bataille. « Que veux-tu » cria Georges d'une voix brisée mais ferme. Augusto s'approcha, les phares illuminant son visage. « Je veux ce qui m'appartient, le journal. Tu n'as aucune idée de ce que tu portes. Donne-le-moi maintenant, et peut-être que je te laisserai la vie sauve. » Georges regarda le carnet qu'il tenait. Livia à ses côtés, les pierres tombales autour de lui. L'ironie le brûlait. Il avait passé sa vie à enterrer les morts, et maintenant il allait être enterré aux côtés de la vérité qu'il avait découverte. Mais quelque chose en lui refusait de céder. Ce journal n'est pas le tien. Il est à ta mère. Il appartient à la ville que tu as volée. Il appartient aux enfants qui sont morts sans médicaments, parce que tu as tout détourné. Les mots jaillirent comme des coups de poing, et pour la première fois, le visage d'Augusto se déforma. Le masque tomba et la haine pure apparut. « Tu ne sais pas à qui tu parles. » Livia a profité de la distraction. « Maintenant !» cria-t-il. 2 coups de feu retentirent, venant de policiers cachés derrière les arbres.
Des coups de feu éclatèrent. Les hommes d'Augusto tombèrent, d'autres ripostèrent. Georges courut entre les pierres tombales, protégeant le journal de son corps. Les balles frappèrent le marbre, des éclats d'obus fusant comme des grêlons. Il se jeta derrière une croix de fer, haletant, la sueur froide. Au milieu du chaos, Augusto ne recula pas. Il avança dans le cimetière tel une ombre, les yeux fixés sur le fossoyeur. « Tu crois que tu vas gagner ?» Sa voix perça le bruit. « Je ne suis pas qu'un homme, je suis un empire. Les empires ne tombent pas avec la pelle d'un fossoyeur. » Georges tenait le journal bien haut, le cœur battant dans sa gorge. « C'est donc ça qui va t'enterrer. » Augusto avançait, mais la sirène résonnait. De vraies voitures de patrouille, et non de faux uniformes, envahissaient le cimetière. Les projecteurs des hélicoptères illuminaient le cimetière, transformant la nuit en jour. Des voix ordonnèrent la reddition. Des mégaphones criaient des ordres, et le siège se resserrait. Les hommes d'Augusto vacillèrent. Certains laissèrent tomber leurs armes. D'autres tentèrent de fuir. Augusto resta immobile, fixant Georges avec une haine mortelle. « Ça ne s'arrête pas là, fossoyeur, » dit-il en serrant les dents. « Tu ne reposeras même pas dans les tombes. » Avant qu'il puisse réagir, les policiers l'ont maîtrisé et l'ont menotté fermement. La scène ressemblait à un triomphe, mais Georges savait que ce n'était qu'une bataille. Le véritable ennemi n'était pas seulement là. Il était retranché dans les coulisses du pouvoir, dans les poches des gens achetés, chez les juges payés, dans les voix manipulées. Livia s'approcha essoufflée, mais avec un demi-sourire. « Vous venez d'affronter Augusto Moretti en tête-à-tête, et vous avez survécu. C'est plus que beaucoup n'ont réussi. » Georges regarda le journal qu'il tenait entre ses mains. Il était taché de terre et de sueur, mais intact. C'était la vie d'Elisa en page. C'était le tombeau ouvert d'Auguste. Et pourtant, il savait que le véritable poids de ce carnet ne résidait pas dans le papier lui-même, mais dans ce qui allait suivre. Car tandis qu'il marchait parmi les tombes, en ce petit matin éclairé par les sirènes et les projecteurs, Georges était certain d'une chose. La guerre n'était pas encore terminée. Elle avait simplement changé de cap. L'arrestation d'Augusto a semblé pour beaucoup sonner le glas d'un empire. Les journaux ont publié des photos de lui emmené menotté, la tête haute, s'efforçant de conserver l'attitude d'un homme puissant, mais son regard trahissait la haine. Les réseaux sociaux ont afflué d'images du fossoyeur tenant le journal, les gros titres annonçant que la ville avait enfin obtenu justice. Mais Georges ne croyait pas aux fins faciles. Il savait, lui qui connaît le silence des tombes, qu'il y avait bien plus sous la terre qu'il n'y paraissait. Le lendemain matin, le palais de justice était bondé. Des gens encerclèrent le bâtiment en scandant des slogans. D'un côté, des affiches vantaient Jorge et Elisa. De l'autre, des groupes rémunérés brandissaient des pancartes avec des slogans comme « Moretti innocent » et que les mensonges n'enterrent pas l'héritage. À l'intérieur, la tension était palpable. Augusto était assis, impeccablement vêtu malgré son uniforme de prisonnier, tandis que les avocats autour de lui chuchotaient des stratégies. Il avait l'air d'un roi encore sur son trône, même s'il était de fer froid. Georges entra dans la salle d'audience en tant que témoin protégé. Son cœur battait fort, ses mains étaient tout moites, mais sa seule présence était un affront. Elisa, encore faible, fut amenée sous escorte médicale. Alors qu'elle était allongée devant le juge, des murmures s'élevèrent. Une femme déclarée morte accusait maintenant son propre fils devant tout le monde. Le juge ouvrit l'audience. Le procureur présenta les preuves du coffre-fort, les documents, les déclarations, les contrats signés. Puis vint le journal, confirmant page après page chaque crime. C'était comme voir un château de cartes s'écrouler sous les yeux de tous. Mais Augusto n'était pas homme à se taire. Ses avocats ont avancé une panoplie d'arguments. Ils ont affirmé que le journal était fabriqué, que les documents étaient falsifiés, que sa mère souffrait de délire et que Georges et le fossoyeur étaient mentalement déséquilibrés. Ils ont fait venir de faux témoins, engagé des médecins et des politiciens qui leur devaient des faveurs. C'était comme si la vérité risquait toujours d'être enterrée dans la boue. Le point culminant fut atteint, lorsqu'Augusto lui-même demanda la parole. Il se leva menotté, mais conserva une voix ferme, le ton répété de celui qui sait charmer les foules. « Messieurs, regardez-moi, je suis un fils de cette ville. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle, pour la mémoire de mon père, pour l'avenir de mes enfants. Ma mère, malheureusement, a subi un traumatisme qui l'a laissé perplexe. Cet homme, il désigna Georges du doigt, ce fossoyeur a inventé une fable pour se faire passer pour un héros. Mais ce n'est rien d'autre qu'un employé frustré, un homme simple qui a trouvé sa chance de briller. Le brouhaha s'empara de lui. Georges sentit son sang bouillir. Le juge exigea le silence, mais les paroles d'Augusto résonnèrent comme du poison. Puis Georges se leva sans même qu'on l'appelle. Sa voix résonna fort, plus fort qu'il ne l'imaginait. « Je n'ai jamais rien demandé de tout ça.
cria-t-il en fixant Augusto droit dans les yeux. « Je n'ai jamais voulu être vu, je n'ai jamais voulu de caméra. J'ai juste écouté. J'ai entendu des coups dans la terre. J'ai entendu une mère crier à l'aide. Et si je l'avais ignoré, aujourd'hui vous pleureriez sa mort sans connaître la vérité. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un menteur. Je suis un fossoyeur, et les fossoyeurs n'inventent rien quand ils disent avoir entendu quelqu'un frapper à un cercueil. » Le silence qui s'installa fut absolu. Le juge le fixa du regard. Les jurés se regardèrent. Même les journalistes restèrent bouche bée. Pendant quelques secondes, Jorge eut l'impression que la vérité nue avait percé tous les masques. Mais Augusto ne se laissa pas facilement perturber. Il rit d'un rire glacial qui fit frissonner Jorge. « Tu crois qu'un discours change le monde ?» dit-il d'une voix basse mais audible. « J'ai encore des gens. Tu peux gagner cette bataille, fossoyeur, mais tu n'enterreras jamais mon pouvoir. » Et comme si tout avait été répété, les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement sous les cris. Un groupe de sympathisants se précipita à l'intérieur, bousculant les journalistes et tentant d'interrompre la séance. La police les retint, mais le chaos s'installa. Le juge suspendit l'audience et Augusto fut expulsé précipitamment. Jorge partit, le journal toujours à la main, protégé par les policiers, mais la peur le tenaillait. Malgré tous les papiers qu'il possédait, malgré toutes les vérités qu'on leur disait, Augusto avait encore des racines trop profondes. À sa sortie, la foule l'entoura. Les cris de « héros, héros » se mêlaient à des insultes telles que « menteur »,« profiteur ». Georges leva les yeux, vit des drapeaux flotter, des caméras braquées sur lui, et se demanda s'il pourrait un jour retrouver le silence des tombes. Cette nuit-là, seul dans sa chambre de la planque, il rouvrit le journal. Il y lut des noms, des dates, des lieux. Chaque ligne était un fardeau. Chaque chiffre une vie perdue au profit du luxe. Et là, à mi-chemin de ces pages, il réalisa qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Si Augusto avait encore des gens, il détenait la vérité. Mais Jorge le savait aussi. Plus il creusait, plus il se rapprochait de sa propre tombe. Le jour du jugement s'annonçait lourd. Le ciel couvert semblait refléter l'état d'esprit de la ville, divisée, tendue, prête à exploser. D'un côté, la foule réclamait justice, brandissant des pancartes à l'effigie de Jorge, et la phrase « le fossoyeur de la vérité ». De l'autre, des groupes rémunérés criaient l'innocence d'Augusto, qualifiant Jorge d'imposteur et Elisa de folle. Les rues étaient bloquées par la police, des hélicoptères survolaient le palais de justice et les journalistes retransmettaient chaque détail en direct. Jamais cette ville n'avait connu un événement aussi important. Jorge arriva tôt, escorté. À chaque pas, son cœur battait comme si c'était le dernier. Ses mains étaient moites, mais il tenait le journal d'Elisa comme si c'était sa vie. Elisa était là aussi, sur un brancard, mais ses yeux toujours fermes ne tremblaient pas. Elle ne se tairait pas, même si c'était son dernier souffle. Dans la salle d'audience, le juge entra au milieu des acclamations de la foule. Un silence pesant s'installa. Le procureur présenta les derniers éléments de preuve, lisant des extraits du journal, montrant des virements bancaires, des vidéos et des documents. Les avocats d'Augusto tentèrent de contre-attaquer, mais ils étaient visiblement acculés. Pourtant, ils savaient que la force d'Augusto ne résidait pas seulement dans les écrits, mais aussi dans ce qui était visible. Contact, menace, influence. Lorsque le juge donna la parole à Elisa, toute la salle se pencha. Sa respiration était saccadée, mais sa voix était claire, pleine de vérité. « J'ai engendré cet homme. Je lui ai donné mon sang, ma vie, ma confiance. Et il a essayé de m'enterrer comme si j'étais un fardeau. Mais il ne s'est pas contenté de m'enterrer. Il a enterré des enfants qui avaient besoin de médicaments. Il a enterré des familles qui croyaient en lui. Il a enterré la dignité de cette ville. Aujourd'hui, je vous le demande, ne me laissez pas mourir en vain. » Ces paroles transpercèrent tous les présents. Certains pleuraient, d'autres fermèrent les yeux en silence. Augusto, lui, demeurait immobile, le visage dur. C'était au tour de Jorge. Il se leva lentement, regarda le juge, puis la foule qui remplissait la salle d'audience et dit « Je suis fossoyeur. J'ai enterré les riches et les pauvres, les bons et les méchants, les enfants et les personnes âgées. La terre ne distingue personne. Mais ce matin-là, en entendant frapper, j'ai compris que la vérité non plus ne peut être enterrée. Car si j'avais fait semblant de ne pas entendre, nous serions aujourd'hui ici à pleurer sur un mensonge. Et je le dis devant tout le monde. Augusto Moretti a tenté de tuer sa propre mère et de piller la ville. Et si vous voulez me traiter de menteur, appelez-moi. Mais je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vu, et je ne porterai pas ce poids en silence. » Le silence se fit dans la salle d'audience. C'était comme si les murs avaient bloqué l'air. Le juge ordonna une suspension d'audience pour délibérer. Dehors, les gens criaient. Les réseaux sociaux explosaient. Georges se rassit, mais ressentit quelque chose d'étrange.
un frisson dans la nuque comme s'il était observé. Il regarda au fond de la salle et vit un homme en costume, les mains enfoncées dans son manteau qui le fixait. Le même regard froid que les hommes cagoulés qui avaient envahi sa maison. Avant qu'il puisse réagir, l'homme bougea. Un éclair brilla, arme dégainée. Le temps sembla s'être arrêté. Georges sentit son cœur s'arrêter, mais avant que le coup de feu ne parte, une forte détonation retentit de l'autre côté. L'inspectrice Livia avait dégainé plus vite. L'homme tomba au sol, son arme dérapant sur le marbre. Des cris éclatèrent, des journalistes se jetèrent à terre et la police avança. C'était la preuve ultime. Augusto avait tenté de manipuler jusqu'à la dernière seconde. Le juge revint, le visage grave. La ville retint son souffle. Au vu des preuves documentaires, des témoignages concordants et des tentatives manifestes d'intimidation et de meurtre, le tribunal déclare Augusto Moretti coupable d'escroquerie, de corruption, de tentative de meurtre et d'association de malfaiteurs. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité en régime fermé. Le bruit provenant de l'extérieur était tel un tremblement de terre. La foule éclata en cris de victoire, en embrassades et en larmes. Dans la salle d'audience, Augusto hurlait comme une bête en cage, tentant de se libérer de ses menottes, les yeux fixés sur Georges comme une promesse de vengeance éternelle. « Ça ne s'arrête pas là, fossoyeur !» hurla-t-il, emmené par la police. « Tu ne reposeras même pas dans la tombe !» Mais Georges ne détourna pas le regard. Pour la première fois, il affrontait cet homme sans crainte. Elisa pleurait en silence, sa main fragile tenant celle de Georges. « Tu m'as rendu ma vie, Georges, mais pas seulement à moi. Tu l'as rendue à la ville. » Il prit une profonde inspiration, les yeux fixés au plafond comme s'il cherchait de l'air après une longue plongée. Il sentit que finalement la terre s'était refermée sur Augusto. Ce soir-là, de retour chez lui, Georges retourna au cimetière. Il marcha parmi les tombes silencieuses, la lune illuminant les pierres tombales. Il s'arrêta devant une tombe creusée pour l'inhumation du lendemain. Il regarda à l'intérieur, prit une profonde inspiration et murmura « La terre accepte tout. Mais aujourd'hui, j'ai prouvé que la vérité ne l'accepte pas. » Le vent soufflait à travers les arbres et pour la première fois depuis longtemps, Georges entendit le véritable silence de l'aube. Il n'y avait ni coup, ni voix, juste le silence, un silence paisible, et au fond de son cœur, il savait que cette histoire serait racontée pendant des générations. L'histoire du fossoyeur qui avait écouté l'impossible et exhumé des ténèbres non seulement une femme, mais une ville entière.